Chers auditeurs de Géopolitique Profonde, on commence ces séries d'interviews. On en a pour 2 bonnes semaines, je pense, autour de Moscou, autour des cérémonies du 9 mai. Nous étions en Russie, toute l'équipe. Eh bien, la première interview, nous avons voulu absolument que ce soit Alexandre Douguine, un géopolitologue. Ça, c'est de la géopolitique profonde. Il insiste d'ailleurs dès le début de l'émission sur ce point. L'eurasianisme. Douguine, je dirais que la situation, le bellicisme européen occidental, eh bien, lui donne raison. Il avait raison. Il fallait que la Russie se protège de l'hostilité manifeste qui est la nôtre aujourd'hui. C'est une interview absolument exceptionnelle que nous vous livrons. C'est la première. On a eu des difficultés, ce qui ne sera jamais plus le cas dans les autres interviews sur le plan technique. Et pourtant, je peux vous dire, les équipes techniques ont fait un travail absolument formidable, exceptionnel. On les remercie de Géopolitique Profonde, de tous ceux qui font justement le travail. Il y a ceux qui vont sur place et puis il y a ceux qui travaillent derrière et qui réussissent à exploiter même l'inexploitable. Et c'est ce qui a été fait dans cette émission. On commence dès ce soir avec Douguine, ça vaut vraiment la peine. Restez sur l'ensemble de cette interview, elle est magnifique. Merci. Ces 3 idiots, Macron, Merz et Starmer, dans ce wagon avec cocaïne, c'est bien l'image, disons, de l'absence et de quelques actualités de ce bande de globalistes. Ils veulent conserver leur pouvoir jusqu'à fin et entraîner peut-être l'humanité vers la catastrophe finale. Maintenant, on est dans la guerre totalitaire, la guerre totale. Et plus ils parlent, et plus ils sont les pacifistes, plus brutale est la guerre qu'ils organisent. Eh bien, bonjour, chers internautes de Géopolitique Profonde. Dans le cadre, justement, de la venue de Géopolitique Profonde en Russie pour les célébrations du 9 mai, de la grande victoire. Nous avons la chance aujourd'hui, et l'honneur, et le bonheur, j'ai envie de dire, de pouvoir eh bien, échanger avec Alexandre Douguine. Et je crois qu'on peut compter au moins 4 grands ensembles dans votre pensée, je crois. L'ensemble de l'Amérique, avec la doctrine Monroe, l'eurasisme dans son ensemble, le Pacifique, et puis un ensemble qui reste à définir, je dirais, entre l'Europe. Est-ce que finalement vous rattachez l'Europe aujourd'hui à un ensemble occidental, ou est-ce que vous imaginez une Europe avec un avenir peut-être de développement, de co-développement avec l'Afrique? Des 4 pan-idées, voilà. C'est une des structurations possibles de la vision de la géopolitique, mais je crois que le monde multipolaire, c'est déjà quelque chose d'autre. D'accord. Donc, je crois que maintenant il y a les grandes zones comme la Russie, la Chine, Inde, le monde islamique, Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord et l'Europe. Et donc, dans ce cas, dans cette pluralité des pôles ou des espaces civilisationnels, la balance est plus nuancée. Mais aujourd'hui, à mon avis, il y a encore un niveau dans tout ça, c'est, disons, le niveau globaliste, qui était la situation presque totalitaire et installée totalement depuis la fin de l'Union soviétique. Depuis l'effondrement du mur. Il y a aussi les restes ou les résidus du monde unipolaire, où il y avait le pôle américano-européen comme le centre, la capitale du monde unipolaire hégémonique, libéral, de gauche, globaliste, précisément, et qui est effondré sous nos yeux dans les mois. Dans ce sens, nous sommes dans le passage entre le monde unipolaire globaliste avec l'élite atlantiste commune aux États-Unis et l'Europe, qui était le cas récemment, vers le monde multipolaire avec les zones des civilisations différentes émergentes. Donc, dans ce cas, après la révolution de Trump, le rôle de l'Europe et la place de l'Europe dans cet ensemble reste à redéfinir parce que
plus grande partie de ce monde unipolaire s'est effondré. Donc, Trump est fini avec les globalistes américains. Maintenant, les États-Unis, c'est le pôle à part. C'est le pôle qui représente en quelque sorte la terre américaine. Et donc, si l'influence américaine sur l'Europe était résolument globaliste, mondialiste il y a 6 mois, mais maintenant c'est juste le contraire. L'influence américaine de Trump, de Musk, de Vance, de Rubio, c'est l'influence plutôt qui est presque le même que notre. C'est le raciste. Parce qu'ils sont pour les valeurs traditionnelles, ils sont pour la restauration de l'identité profonde de l'Europe. Donc, l'Europe est obligée, doit maintenant trouver leur place. C'est ça. Non pas avec la Russie ou contre la Russie, mais avec la multipolarité, donc redevenir l'Europe souveraine, gaulliste. De l'Atlantique à l'oral. Oui, mais donc on peut non pas parler de la Russie maintenant, mais l'Europe continentale gaulliste, oui. Mais avec l'identité, le rôle, la mission continentaliste. Cette Europe pourrait former le pôle indépendant dans le monde multipolaire, non pas hostile ni à la Russie ni aux États-Unis, mais définir troisième espace géopolitique du Nord. Mais en même temps, aujourd'hui, l'Europe reste sous le contrôle des globalistes. Les globalistes qui ont perdu leur bataille. La place forte. Voilà. Et maintenant, cherche à migrer, à coloniser plus encore. Ces trois idiots, Macron, Merz et Starmer, dans ce wagon avec cocaïne, c'est bien l'image, disons, de l'absence et de quelques actualités de ce bande de globalistes qui sont qui ont totalement perdu leur bataille, mais ils résistent, oui. Ils supportent Zelensky contre nous, ils veulent entraîner Trump dans ce piège pour s'en finir. Mais je crois que leur image, ce n'est pas l'image des vainqueurs. Je crois que ces trois marginaux, peut-être ils utilisent Kiev comme l'élite américaine a utilisé l'île de Epstein pour aller là-bas, pour prendre du cocaïne, commettre les crimes contre l'humanité. Mais c'est en quelque sorte les criminels corrompus qui ne veulent pas recevoir le défi de l'histoire géopolitique. Donc, je crois qu'ils sont condamnés par l'histoire d'avance, mais où est la force révolutionnaire de l'Europe qui pourrait faire revenir le peuple et la culture et les civilisations européennes et recréer la souveraineté, restaurer la souveraineté européenne. À vrai dire, je n'en vois pas pour l'instant. J'ai beaucoup d'amis dans tous les pays européens. Mes livres sont traduits en toutes les langues européennes, mais je suis absolument sûr, il y a une grande quantité de peuples encore normands dans l'Europe, mais le pouvoir est presque entièrement entre les mains de ce monde globaliste, des libéraux globalistes, qui est déjà fini dans l'histoire, dans les États-Unis, chez nous, dans le monde, mais ils persistent, ils veulent conserver leur pouvoir jusqu'à fin et entraîner peut-être l'humanité
vers la catastrophe finale. Alexandre de Guignes, vous n'espérez pas, vous ne souhaitez pas que finalement une confédération d'États indépendants européens avec l'association de la Russie puisse être ce pôle, un de ces grands pôles de demain, le pôle civilisationnel, même s'il en est, tel que l'histoire en tout cas l'a défini, ou bien est-ce que vous pensez que la Russie, de fait, va s'arrimer à un ensemble eurasien, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec l'Asie centrale, jusque la Turquie, Ankara, enfin l'ensemble de ce dispositif que vous décrivez très bien dans vos ouvrages, hein, d'ailleurs. Je crois que la Russie représente la civilisation en particulier par rapport à la civilisation ouest européenne. J'ai fait l'étude de ce que j'ai appelé récemment le camp des études de la westernologie, occidentologie, westernology. Cette idée, c'est que chaque civilisation a ses propres relations avec l'Occident. Et l'Occident a influencé chaque civilisation, oui, indienne, chinoise, russe, africaine, sous l'angle particulier. Il ne s'agit pas de même, parce que certains pays étaient colonisés, des autres non, mais de toute façon, chaque pays a été occidentalisé dans certaines mesures. C'est pas faux. Oui. Et c'est pour arriver à l'affirmation indépendante et souveraine de notre propre identité culturelle et civilisation, nous devons nous débarrasser de cette influence. Nous devons nous purifier pour aller jusqu'à nos propres, pour découvrir nos propres racines. Mais dans le cas de l'Europe, dans le cas de l'Europe, quand je suis commencé à dresser la structure de cette westernologie concernant nos relations avec l'Occident, j'ai remarqué une chose très importante. C'est la forme de Y. Oui. Nous avons le même tronc. Nous avons les mêmes racines dans la civilisation grecque-romaine. Et si on nous considère comme les héritiers de Rome, de Byzance, de Moyen Âge chrétien, oui, jusqu'à certains moments, on est le même. Oui. On est la même civilisation. Et après, la grande scission, la bifurcation commence. Et la différence s'accroît de plus en plus et plus quand on s'éloigne de ce point de la bifurcation. Et aujourd'hui, on se trouve au pôle, on est opposé. Si on retourne à la tradition, si on fait le retour à la tradition au tronc, on se rapproche. Si on persiste de défendre l'identité actuelle, c'est l'Occident qui s'est éloigné de sa propre racine. Aujourd'hui, cancel culture et toutes les autres choses terribles qui l'Occident fait par rapport à sa propre identité, c'est quelque chose, c'est la destruction, c'est l'éloignement de plus de soi-même. Si quand l'Occident devient moins et moins soi-même, il devient plus et plus russophobe. Parce que dans la Russie, il y a certains éléments de l'Europe, de la civilisation européenne, chrétienne, platonique, aristotélien, qu'on a été ensemble. Mais ils dépendent non de nous, on dépend de vous. Si vous réaffirmez votre identité profonde, on sera beaucoup plus proche. On peut parler de la même civilisation. Mais si on insiste sur les droits de l'homme, maçonnerie, démocratie libérale et les autres choses, de plus on trahit soi-même. Non, votre russophobie de l'Occident libéral actuel, c'est la haine de soi-même. Self-hatred. Oui. Vous pensez que vous
haïssez les Russes qui sont les autres, vous haïssez vous-même. Bien sûr. Donc, c'est disons, quelques réponses à votre question. Quand débute cette bifurcation pour vous? Est-ce que c'est la Renaissance? Il y a, dans le Moyen Âge, Ouais. c'est apparu la position matérialiste, externaliste qui n'existait jamais dans la culture de la chrétienté orthodoxe. C'est l'existence des objets totalement extérieurs par rapport à l'âme de l'homme. C'était une idée totalement nouvelle. Ce qui existe en soi. Que la chose existe en soi. C'était refusé. Au premier moment, Rosseline, Occam et les autres, Oui. ils étaient condamnés par l'Église. Mais peu à peu, ce nominalisme-là, individualisme, matérialisme, externalisme, l'idée qu'il existe quelque chose au-delà de l'homme, totalement indépendant par rapport à l'âme eux-mêmes, c'est l'idée fausse a été reprise comme la base de la vision physique, philosophique, et aussi culturelle. Et c'était un moment de la rupture totale. C'est un peu le retour des hérésies d'ailleurs au sein même du christianisme. Oui, parce que le dualisme. Dualisme et l'idée de l'existence indépendante de l'objet. C'est tellement imprégné déjà dans notre cerveau, ce que nous, avec la peine, c'est la peine pour nous de considérer comme les choses pourraient être considérées d'autrement. Mais c'est le fait historique, c'est le passage historique de la position du réalisme de Thomas d'Aquin et de Hans Scott et Eugène vers la position des nominalistes. Et finalement, le protestantisme a repris cette idée et a fondé sur le nominalisme la doctrine protestante. Et du protestantisme, c'est passé à la vision de la modernité, à la physique, philosophie, politique, etc., etc. Et c'est ce qui nous sépare, nominalisme, individualisme, matérialisme, et les autres choses sont le développement, sont les conséquences de ce nominalisme-là. Qui n'a pas imprégné l'âme russe? Non. Orthodoxe, la tradition orthodoxe est toujours fidèle par rapport à la vision d'Aristote et de Platon. Bien sûr. Nous sommes les platonistes et les aristotéliciens, nous sommes les réalistes et nous ne sommes pas nominalistes. C'est la différence philosophique et avec ça, on a gardé le sens du holisme, comme Louis Dumont disait, le sens d'être que le tout est plus important que la somme des parties. C'est ça. C'est quelque chose de plus. Bien sûr. C'est l'individu. Et l'individu n'est pas la chose en soi, c'est juste la part de l'homme. L'homme doit être construit sur l'individu. L'individu doit se dépasser, se réaliser comme quelque chose de plus que lui-même. Et c'est la définition de l'homme. Chez nous, c'est comme ça, c'est holisme. Après le nominalisme, en Occident, c'était tout à fait différent. Bah, c'est le Tönnies, Gemeinschaft ou Gesellschaft, plutôt l'un ou l'autre. Absolument. Gemeinschaft, c'est nous. Gesellschaft, c'est la déviation. Durkheim, toute cette sociologie occidentale. Mais vous avez retrouvé ça de façon très surprenante avec les deux derniers papes. Un Benoît XVI qui est plutôt holiste et un François qui était personnaliste. Ouais. Pur. Personnalisme, ce n'est pas exactement le mot que vous auriez... Mais plus proche. Oui. Je suis d'accord. Ce pape est mieux, à mon avis. Son frère est trumpiste avéré. Ah oui, le nouveau pape. Oui, oui. Allez, au moins, le frère du pape est normal. Ce qui moi me chagrine mais je comprends malheureusement, c'est que dans votre pensée finalement l'Europe de l'Ouest est bien mal partie, alors que moi je la verrais et on aimerait la voir se développer avec la Russie dans un grand ensemble
Je crois que nous pouvons aider à l'Europe à revenir elle-même, mais non pas en envahissant l'Europe, non pas à joindre l'Europe. Nous pouvons être les frères orthodoxes, très utiles pour ce retour spirituel, pour ce réveil. Nous n'avons aucune idée de domination sur l'Europe. Friedrich Nietzsche a dit, j'imagine l'Europe sous le contrôle de la Russie comme la Grèce sous le contrôle de Rome. Et ça serait beaucoup mieux si les Russes pourraient envahir l'Europe et l'Europe pourrait donner le grand impulse, grande énergie de développement culturel. C'était l'idée de Nietzsche. Une fois j'ai répété ça et tous les journaux, tous les repris. Les Russes veulent sont nietzschéens, veulent envahir l'Europe, mais j'ai juste cité le philosophe classique. Mais est-ce que l'Europe n'est pas un phénix en elle-même et que de même qu'elle a, après les siècles sombres du Moyen-Âge, il y a eu ce transfert de toute la pensée grecque, entre autres par finalement l'Empire d'Orient, et inversement, est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas l'inverse? Est-ce que ce n'est pas justement l'Orient de l'Europe qui se doit d'inspirer un Occident européen totalement décadent? Je crois que c'est possible. La croissance de l'intérêt pour l'orthodoxie, pour notre culture. Mais à mon avis, nous devons faire ça ensemble. Non seulement s'inspirant de ce qui nous unit, ce qui nous unissait aux origines. Nous devons trouver l'espérance en nous-mêmes. Dans notre état, dans notre racine, dans notre identité profonde, pour arriver au réveil. Nous devons nous réveiller et je crois que si on suit ce chemin, on n'arrivera pas à la Sainte Russie par rapport à l'Europe. L'Europe reviendra à Sainte Europe. Quelque chose de l'état profond de sa propre racine, de sa propre tradition, de sa propre métaphysique. Et on peut s'inspirer mutuellement. On peut s'inspirer de cette Europe, Sainte Europe, comme de cette Grèce, de cette Byzance, de cette Russie. Et donc ça sera mutuel. Ça ne sera pas, disons, compétition de deux images. Nous devons avoir l'image commune qui peut nous inspirer. Alors ça, c'est le scénario rose, Alexandre de Guignes. Il y en a un autre, c'est que l'Occident, l'Europe, aille jusqu'au bout de sa décadence. Et qu'à ce moment-là, il faut bien que quelque chose survive, et entre autres de ce christianisme orthodoxe. Et vous avez une pensée qui développe cela, c'est-à-dire dans les relations géopolitiques. Ce que je vois se développer aujourd'hui, que Poutine développe par, je dirais, réalisme, par réel politique, c'est exactement ce que vous écriviez il y a 20 ans, c'est-à-dire les rapports avec la Chine, les rapports avec l'Asie centrale, les rapports avec la Turquie. Est-ce que vous pouvez un petit peu, pour nos téléspectateurs, nous dire un petit peu cet ensemble eurasien que vous avez pensé à un moment donné? L'Eurasie, ce n'est pas précisément l'Asie. Alors oui. L'Eurasie, c'est l'idée que l'attitude raciste de l'Occident par rapport aux cultures asiatiques, c'est une aberration. C'est une perversion, parce que les civilisations sont différentes, mais ça ne veut pas dire que les unes sont meilleures que les autres. Être différent, ça ne signifie pas que les unes sont parfaites et les autres sont sous-développées. Donc, au début, il faut reconnaître la valeur de l'Asie comme de l'Europe. Donc, l'eurasisme, c'est en quelque sorte
disons, c'est une invitation de réévaluer les autres, réévaluer l'Asie, la Chine, la grande civilisation chinoise, la grande civilisation turque, la grande civilisation indo-iranienne. Donc nous devons être ouverts par rapport à ça. Nous ne devons pas dire nous sommes les représentants de la race blanche parmi l'Asie. Dans ce sens, c'est la société plus traditionnelle qui estime qu'il y a les valeurs éternelles, la civilisation qui a gardé la foi. Et dans ce sens, nous nous inspirons de l'Orient, de l'Asie, comme de la société traditionnelle. Mais c'est en quelque sorte, nous ne voulons pas imiter ou reprendre leur tradition. Nous devons, avec l'admiration de leur position, spécificité, nous devons découvrir nos propres racines profonde et traditionnelle. Dans ce sens, la géopolitique eurasienne est aussi la géopolitique profonde et spirituelle, non seulement unidimensionnelle. C'est donc c'est très important, mais en même temps, nous devons balancer l'influence de l'Occident par l'influence de l'Orient, mais pour renforcer notre propre identité eurasiatique. Ni européen, ni asien, oui. mais propre, originelle, l'identité qui est chrétienne, essentiellement chrétienne, oui. mais aussi influencée par les traditions des autres peuples oui. qui vivaient toujours avec nous, qui combattaient dans notre armée contre nos ennemis. C'est pourquoi nous n'avons pas le problème avec l'islam. L'islam est le facteur intérieur de la Russie. Les musulmans russes, ils font partie de notre identité, de notre société, de manière naturelle, historique et organique. Et quand la Russie était sous les Tartares déjà convertis en islam, ils traitaient les Russes chrétiens de manière religieusement impeccable. Donc, il y avait les pressions politiques, comme toujours, mais au niveau de la religion, il n'y avait aucune heurte entre l'orthodoxie et l'islam. Et quand nous sommes devenus aussi les maîtres de même espace eurasien, nous avons payé le même aux musulmans. Nous avons pris les musulmans sous notre protection, assimilant ou donnant à eux tous les droits de participer et de garder leur foi et leur identité. C'est la manière d'un dialogue positif de religion, non en écrasant les différences, mais en conservant la différence, en arrivant aux synthèses, certaines synthèses. C'est pas un système laïque. Non, c'est le traditionnel. Bien sûr. La société traditionnelle respectant les différences. Et donc, c'est les Mongols ont fait ça avec nous. Nous avons payé le même monnaie aux musulmans qui se trouvaient, après un certain moment, sous notre pouvoir. Et nous suggérons le même pour les autres pays. Il y a la majorité musulmane, ils doivent traiter bien les chrétiens. S'il y a la majorité hindoue, ils doivent traiter bien les chrétiens, les musulmans, le même. Mais le laïcisme, c'est la destruction de toutes les identités religieuses. C'est quelque chose d'autre. C'est anti-humanisme. C'est la perversion. Je crois que l'Occident a perdu le Nord dans un certain moment de son histoire. Disons, la tolérance, c'est très bien une chose, mais on a fait de la tolérance l'idéologie totalitaire, absolument intolérante. Qui se développe aujourd'hui. Oui, c'est la dictature libérale.
Votre géopolitique, Alexandre Douguine, est-ce qu'elle recoupe celle un petit peu, on va dire, de Samuel Huntington? On se souvient dans les années 80-90, ce choc entre Fukuyama et puis Huntington. L'un était sur la fin de l'histoire, le règne et la victoire de la démocratie libérale occidentale, tandis que Huntington disait non, c'est pas du tout ça, sera pas du tout ça. Au contraire, il va y avoir plusieurs ensembles civilisationnels. Vous avez repris la pensée de Huntington dans votre géopolitique? Pour la première fois, j'ai lu Huntington, je trouvais ça tout à fait correct. Ouais, quand je parlais avec Bernard Lévy à Amsterdam dans le débat, oui. C'était hors de la public, il m'a dit, nous étions tous les deux, sans les autres spectateurs, il a dit, le plus négatif personnage, le plus fasciste du monde entier, votre père spirituel, c'est Samuel Huntington. Nous devons le peindre, c'est le pire personnage, c'est à lui qui nous devons tous les problèmes de Poutine, de vous, de tous les autres. C'est drôle d'être reconnu comme la père disons, de tous les ennemis de la société ouverte dans cette auteur. Mais je crois que finalement, de sa position, il avait raison, parce que Bernard Lévy, il s'associe à l'unipolarité, hyper globalisme et la fin de l'histoire. Et nous associons à la pluralité des civilisations. La seule chose que je n'accepte pas chez Huntington, c'est le nécessairement clash. Oui, le choc des civilisations. On peut avoir les civilisations sans choc. Donc, on peut peindre cette situation d'autre manière. Il y aura des pôles civilisationnels différents, mais sans hiérarchie et sans choc, sans nécessairement les guerres. Les conflits sont toujours possibles, mais donc il y a toujours les voies d'éviter les conflits. Quand il y a la guerre, ou il y a la possibilité de la guerre, il y a la possibilité de la paix. On ne peut imaginer la paix sans la guerre. La guerre et la paix, Tolstoï. La guerre et la paix sont liées entre eux symboliquement. Oui. S'il y a possibilité de la guerre, on doit faire tout pour éviter cette possibilité. Et la paix est, dans ce cas, réelle. Sans ça, la paix perd son sens. Sans la guerre. La guerre, c'est quelque chose qui donne le sens à la paix. Sans la guerre, aucune paix. C'est un peu ce que Soloviev disait en 1900 avec son livre L'Antéchrist, c'est-à-dire qu'il y a bien deux paix. Une paix qui est une fausse paix, qui est celle de l'Occident, où guerre et paix sont mélangées, bien et mal. Et on le voit aujourd'hui, c'est exactement ce que proposent les trois dont on a parlé, cet Occident en Ukraine. C'est une fausse paix, c'est une vraie guerre. La guerre totale, non pas la guerre des formes, quand il y a l'armée contre l'armée. Maintenant, on est dans la guerre totalitaire, la guerre totale. Et plus ils parlent, et plus ils sont les pacifistes, plus brutale est la guerre qu'ils organisent. C'est comme Orwell. Orwell, c'est... c'est ça. J'aimerais savoir un petit peu, pour ceux qui... alors, peut-être terminer sur l'État-nation. Qu'est-ce qui subsiste de l'État-nation, des systèmes westphaliens, par exemple, dans cet ensemble? On a l'impression que l'État-nation a trouvé ses limites avec le globalisme, mais que vous leur redonnez, si ce n'est une seconde jeunesse, en tout cas, vous leur permettez de survivre dans votre ensemble, dans les nouveaux ensembles, ou pas? J'ai la vision que les États-nations qui existaient depuis la Westphalie, la fin de la guerre de 30 ans en Europe et dans le monde, c'est fini déjà vers les années 30 du siècle précédent, quand toute l'Europe et tout le monde étaient divisés de trois camps.
les libéraux, les capitalistes, les communistes et les fascistes de l'Europe. Et dans cette situation, l'État-nation déjà a été périmé, est devenu quelque chose comme l'hypocrisie. C'est juste la surface. Personne ne croyait plus dans la souveraineté de chaque pays nominalement indépendant, souverain. Donc, après ça, après la fin de la guerre froide, il y avait deux camps et seulement deux souverainetés, deux grands États nationaux, l'Union soviétique et le camp occidental. Et personne n'était vraiment déjà souverain. La souveraineté, c'est le sens de l'être de l'État-nation. Justement, c'est la dernière question, mais vous êtes tellement passionnant que je suis obligé de vous garder encore un peu, Alexandre Douguine. Et derrière, ce qui est en creux dans la question que j'ai posée sur l'État-nation, c'est votre rapport à l'histoire. Vous avez parlé de Nietzsche, on aurait pu parler d'Hegel, on pourrait, je sais que votre proximité aussi avec Heidegger. Finalement, quel est le rapport que vous avez à l'histoire si elle ne passe pas par l'État-nation, justement, tel qu'Hegel l'envisageait comme étant achèvement de l'histoire? Vous avez une autre vision, clairement. Quand j'ai écrit récemment le livre sur Hegel, qu'il faut le lire parce que je crois qu'il n'est pas lu correctement. Ah oui, Hegel, c'est compliqué d'ailleurs. Quand il parlait de l'État, oui. on parlait de quelque chose d'autre que de l'État national. Oui. Il a parlé de l'État spirituel parce qu'il divisait les États qui existaient historiques et les États qui doivent encore exister, qui ne sont pas là, qui doivent venir. Oui. Les États futurs. Napoléon, l'esprit à cheval. Je crois que cet État nouveau, ça seront les empires. Les empires, dans la fin de son livre de philosophie de droit, à la fin, il parle que ces États de futur, ils posséderont leur vision de l'idée universelle. Ils doivent entrer en compétition pour connaître quelle est l'idée vraiment universelle. À mon avis, c'est prophétique. Hegel a vu, je crois, plutôt que les États nationaux historiques, mais les empires du monde multipolaire. Il était le prophète du monde multipolaire. Un grand merci Alexandre Douguine, vraiment merci pour ce travail.